la pluie d'automne, tombait sur le manoir de Thornwood, telles les larmes d'un pénitent, douces et incessantes, assombrissant les pierres anciennes jusqu'à ce que la grande demeure semble émerger de la brume, même qui s'accrochait aux landes du Yorkshire. C'était un lieu solitaire à la fin d'octobre, rendu plus solitaire encore par le silence qui habitait ces couloirs, non pas le calme confortable d'une maisonnée bien ordonnée, mais le silence lourd et oppressant des secrets gardés et des mots non dits. Dans l'aile est, derrière une porte de chêne massif, renforcée de gonds en fer, qui ne s'était pas ouverte depuis 3 ans, vivait le vicomte Adrian Ashford, maître de Thornwood et de toutes ses terres, un homme qui avait transformé ses appartements en un tombeau pour les vivants. La porte elle-même était devenue un objet de légende parmi le personnel, qui en parlait à voix basse lorsqu'il se croyait à l'abri des regards, cette formidable barrière avec sa lourde serrure que le vicomte avait installée lui-même dans les jours sombres qui suivirent son retour de l'accident. Le visage bandé, ses instructions livrées entre des dents serrées au charpentier, qui avait travaillé les mains tremblantes, sous ce terrible regard rempli de douleur. 3 ans s'étaient écoulés depuis que cette porte s'était refermée, 3 ans durant lesquels le vicomte n'était pas sorti, pas une seule fois, recevant ses repas par un petit panneau qui ne s'ouvrait que lorsque le couloir était confirmé vide, menant toutes les affaires du domaine par correspondance écrite livrée par son valet, n'existant guère plus que comme un fantôme dans sa propre demeure. Les domestiques chuchotaient, bien sûr, comme le font toujours les domestiques, sur les cicatrices qui devaient être terribles au-delà de toute imagination, sur la claudication qui avait mis fin à sa pratique de l'équitation, sur les ténèbres de l'esprit qui s'était abattu sur un homme autrefois connu pour sa vigueur et son esprit vif. Pourtant, ce n'était pas seulement le vicomte qui hantait les couloirs de Thornwood. Lady Catherine Ashford, son épouse depuis 3 ans et 3 mois, se déplaçait dans le manoir comme une figure dans un tableau, belle, posée et absolument immobile dans sa solitude. C'était une femme de 27 ans, aux cheveux sombres qu'elle portait simplement, et aux yeux de ce gris particulier qui oscille entre l'orage et la colombe selon la lumière. Chaque matin, elle parcourait le couloir jusqu'aux appartements de son mari, ses pas feutrés sur le tapis persan, portant une lettre écrite de sa main soignée et élégante. Elle s'arrêtait devant cette porte verrouillée, ses doigts se posant brièvement contre le bois, comme si elle pouvait sentir une chaleur de l'autre côté, un signe de l'homme qui vivait au-delà. Puis elle se penchait gracieusement et glissait la lettre sous la porte, la regardant disparaître dans l'obscurité de l'interstice comme une prière offerte à un ciel indifférent. La maisonnée la plaignait, cette épouse négligée, qui maintenait sa dignité face à un abandon si singulier, qui gérait le domaine avec une compétence discrète, qui ne se plaignait ni ne pleurait jamais là où d'autres auraient pu l'observer. Il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que la nuit, dans ses appartements, Catherine s'asseyait près de sa fenêtre et se demandait si elle avait jamais été vraiment mariée, ou si tout cet arrangement n'avait été qu'une performance élaborée qui s'était terminée au moment où son mari s'était enfermé, la laissant ni épouse ni veuve, mais quelque chose de douloureusement suspendu entre les deux. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale, et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Catherine n'avait pas voulu de ce mariage, pas vraiment, bien qu'elle l'eût accepté, avec la grâce discrète, attendue d'une dame de bonne famille, dont la fortune avait décliné, et dont les perspectives s'étaient réduites à cette unique opportunité, une union arrangée entre son père et les avocats du défunt vicomte Ashford, une transaction de propriété et de lignée, dans laquelle l'affection était considérée comme une agréable possibilité,
mais certainement pas une exigence. Elle était arrivée au manoir de Thornwood il y a 3 ans et 3 mois, en plein mois de juillet, lorsque les jardins étaient vivants de roses et que les landes s'étendaient, vertes et dorées, sous des cieux infinis, et elle avait rencontré son fiancé dans le salon de réception où il se tenait dos à la lumière, une grande silhouette aux cheveux sombres et aux yeux plus sombres encore, sa révérence précise, ses mots polis, toute son attitude communiquant une distance soignée et cultivée qui lui avait fait comprendre immédiatement que quoi que ce mariage puisse être, il ne naîtrait ni de la passion ni même d'une préférence particulière de sa part. Adrian avait été courtois pendant leur brève fiançailles, correct en tout point, mais il n'y avait eu aucune chaleur dans sa correction, aucune curiosité pour la femme à laquelle il se liait pour la vie. Il s'était enquis de son confort, s'était assuré que ses appartements étaient préparés à sa satisfaction, avait discuté des arrangements et des contrats avec le représentant de son père, mais il ne lui avait jamais demandé une seule fois ce qu'elle espérait, ce dont elle rêvait, ce qu'elle craignait en venant dans cette étrange demeure pour épouser un inconnu. Leur mariage avait été une petite affaire, en présence de parents éloignés et de la noblesse locale venue, plus par obligation que pour célébrer, et leur nuit de noces avait beaucoup ressemblé à leur fiançailles, convenable, sans passion, un devoir, accompli sans cruauté, mais également sans tendresse, laissant Catherine éveillée ensuite, se demandant si ce vide soigné allait être la forme de tous ses jours. Dans les semaines qui suivirent, ils avaient établi les schémas d'une cohabitation polie. Des dîners formels où ils discutaient des affaires du domaine et du temps, des appartements séparés, reliés par une porte qui restait perpétuellement fermée, des promenades à cheval occasionnelles où Adrian l'aidait à monter, puis chevauchait devant, toujours légèrement hors de portée. Elle s'était dit que l'affection pourrait naître avec le temps, que la patience et la gentillesse de sa part pourraient progressivement faire fondre la glace de leur arrangement, et elle s'était attelée à apprendre la gestion de Thornwood, à gagner le respect du personnel de la maison, à se rendre utile et discrète, espérant que son mari la regarderait un jour et verrait non seulement une épouse acquise par obligation, mais une femme digne de son estime. Elle avait été assez jeune, alors, pour croire que l'espoir seul pouvait suffire, que sa dévotion silencieuse pourrait finalement gagner ce qui n'avait pas été donné librement. Mais elle n'avait pas anticipé l'accident qui surviendrait 3 mois après leur mariage, ni la porte verrouillée qui s'ensuivrait, transformant leur union froide en aucune union du tout. Maintenant, debout sous la pluie d'automne actuelle, Catherine se pencha une fois de plus devant cette barrière de chêne inflexible et glissa sa lettre quotidienne dans l'obscurité en dessous. La regardant disparaître comme toutes les autres avaient disparu, sans réponse, sans reconnaissance, reçue dans un silence qui était devenu la caractéristique déterminante de sa vie conjugale. L'accident survint un matin d'octobre très semblable à celui-ci, 3 mois après leur mariage, lorsque la partie de chasse s'était rassemblée à l'aube avec des chevaux fumant dans l'air froid et les chiens impatients, leur souffle formant des nuages blancs alors qu'ils tiraient sur leurs laisses. Adrian avait été un cavalier accompli, connu dans tout le Yorkshire pour son assiette et son sang-froid, et Catherine l'avait regardé partir ce matin-là avec quelque chose de presque chaleureux dans la poitrine, car il s'était retourné vers elle en montant, un bref regard qui aurait pu contenir le germe de quelque chose de plus doux que sa formalité habituelle. Le messager était revenu avant midi, chevauchant à bride abattue, le visage blanc de ceux dont il avait été témoin, et Catherine avait été convoquée par la gouvernante, son cœur s'effondrant déjà avant même d'entendre les mots. Un ravin inattendu dissimulé par des broussailles. Le cheval du vicomte était tombé. Le vicomte avait été projeté contre des rochers. Son visage avait heurté la pierre,
il y avait du sang, tellement de sang. Le médecin avait déjà été appelé, mais Milady devait se préparer. Il l'avait ramenée sur une charrette, le visage enveloppé de bandages déjà suintant de rouge, sa jambe gauche tordue d'une manière qui faisait se détourner les valets de pied. Et à travers le brouillard de l'Odanum, il avait été assez conscient pour lui refuser l'entrée de ses appartements, sa voix une chose éraillée qu'elle reconnut à peine. « Non, ne la laissez pas entrer, elle ne doit pas voir. » Catherine était restée dans le couloir pendant que le médecin travaillait, avait pressé ses mains contre la porte et appelé son nom, avait offert son réconfort et n'avait reçu qu'un silence ponctué de gémissements d'agonie qui la transperçaient d'une manière qu'elle n'aurait pas pu anticiper étant donné la froideur de leur union, car il était toujours son mari, toujours un être humain souffrant au-delà de ce bois inflexible. Et elle découvrit qu'elle possédait une capacité d'inquiétude que leur bref et distant mariage n'avait pas encore éteinte. Le médecin était sorti des heures plus tard, du sang sur ses manches et une expression grave. Le vicomte vivrait, mais son visage portait des cicatrices qui seraient permanentes. Sa jambe gauche avait été remise en place, mais le ferait toujours souffrir. Il marcherait en boitant. Et sa seigneurie avait été des plus insistantes, violemment même, pour que sa ladyship n'entre pas, ne le voie pas. Le traumatisme n'avait pas été seulement physique, mais psychologique. Peut-être qu'avec le temps, sa raison reviendrait, mais pour l'instant, ses souhaits devaient être respectés. Elle avait essayé, cette première semaine, de l'atteindre, se tenant devant sa porte et parlant au bois, écrivant des lettres qu'elle glissait en dessous, demandant par l'intermédiaire de son valet qu'on lui permette d'aider à sa convalescence, de lui faire la lecture, de simplement s'asseoir en sa présence, n'importe quoi pour combler cette séparation soudaine et absolue. Mais il n'avait répondu à rien de tout cela, et le 8e jour, elle avait entendu le charpentier travailler à l'intérieur des appartements, le bruit des outils et du fer lourd, et quand elle s'était renseignée, elle avait appris que le vicomte avait ordonné l'installation d'une serrure, une vraie serrure, avec une clé que lui seul possédait, et ce soir-là, en s'approchant de sa porte, elle la trouva vraiment, finalement, complètement fermée à elle, et elle était restée là dans la lumière déclinante, se demandant comment un mariage qui avait été simplement froid pouvait devenir, en l'espace d'une semaine, plus un mariage du tout, mais une prison de séparation, dans laquelle elle était condamnée à vivre, à côté d'un mari qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Les semaines passèrent de cette manière, et Catherine se retrouva à s'installer dans un rythme né non pas du contentement, mais d'une détermination pure à survivre à la solitude singulière d'être mariée. Et pourtant totalement seule, un état plus isolant que le veuvage, car au moins les veuves recevaient la sympathie de la société, tandis qu'elles ne recevaient que des regards apitoyés et des spéculations chuchotées sur les manquements de sa part qui avaient poussé son mari à une telle extrémité. Chaque matin, elle se levait à l'aube, s'habillait avec soin, bien que personne ne la verrait, à l'exception des domestiques, et composait une lettre au petit bureau de ses appartements. Des lettres qui commencèrent comme des supplications désespérées et se transformèrent progressivement en quelque chose de plus doux, de plus patient, des chroniques de la vie quotidienne qui n'exigeaient rien et offraient tout. Elle écrivait sur le domaine, les préoccupations des tenanciers, les rapports de récolte, les réparations nécessaires au cottage du Nord, les comptes qui requéraient son attention, présentant ses questions avec clarté et ses propres recommandations, gérant de fait Thornwood à sa place, bien qu'elle ne signât rien, ne décidât rien de final, s'en remettant toujours à son autorité, même s'il ne l'exerçait que par son absence. Elle écrivait sur le temps. Comment les brumes d'automne s'accrochaient aux landes chaque matin, comment les chênes du parc prenaient des teintes de cuivre et d'or, comment le premier gel était venu argenter les pelouses,
comment les corbeaux se rassemblaient dans les ormes au crépuscule, de petites observations qui auraient pu sembler triviales si elles n'avaient été ses tentatives de partager le monde avec lui, de lui donner des fenêtres, alors qu'il s'était enfermé, loin de toute lumière. Elle écrivait, occasionnellement, avec précaution, de son inquiétude pour son bien-être. Mangeait-il suffisamment? Sa jambe le faisait-elle souffrir? Permettrait-il au médecin de passer? Aurait-il besoin de livres ou de toute autre chose qu'elle pourrait lui fournir? Des questions posées doucement, sans accusation, sans exigence, simplement des offres de soins qu'elle pliait dans du papier crème et glissait sous sa porte chaque matin avant que la maisonnée ne soit complètement réveillée. Après avoir déposé chaque lettre, elle se rendait à la bibliothèque, une longue pièce aux hautes fenêtres donnant sur les jardins, séparée des appartements d'Adrien par un seul mur, et là, elle passait ses matinées à lire, à gérer la correspondance, à examiner les comptes de la maison, toujours consciente qu'il était là, juste de l'autre côté de ce mur, si proche et pourtant inaccessible, comme s'il habitait non seulement une autre pièce, mais un autre royaume entièrement. Les domestiques la traitaient avec une déférence teintée de pitié qui lui donnait envie de crier, car elle n'était ni veuve ni épouse, mais quelque chose de suspendu entre deux états, une vicomtesse qui commandait la maisonnée, mais n'avait aucun accès au vicomte, et elle savait qu'il chuchotait à son sujet dans les cuisines, se demandait ce qu'elle avait fait ou manquait de faire pour mériter un tel abandon, spéculait sur le fait de savoir si elle chercherait une annulation ou se résignerait simplement à la demi-vie d'une séparation permanente. Mais Catherine avait découvert en elle-même une obstination qu'elle ne se connaissait pas, un refus d'accepter que la porte verrouillée fût la fin de tout. Elle avait épousé Adrian pour des raisons pratiques, certes, mais elle avait aussi nourri des espoirs, petits et soigneusement gardés, qu'ils pourraient construire quelque chose de significatif ensemble. Et ces espoirs n'étaient pas morts avec sa réclusion, mais s'étaient plutôt transformés en une détermination plus silencieuse et plus profonde. Elle ne l'abandonnerait pas comme il l'avait abandonnée, ne cesserait pas de tendre la main vers lui, même si ses mains ne rencontraient que du bois, du fer et le silence, ne cesserait pas d'écrire des lettres, même si elles disparaissaient dans l'obscurité et n'étaient jamais répondues, car que pouvait-elle faire d'autre, qu'avait-elle d'autre que ce rituel quotidien de connexion, tenté sinon accompli? Cette insistance sur le fait qu'un mariage existait même quand l'une des parties refusait de l'habiter. Adrien entendait ses pas chaque matin, le doux bruissement des jupes contre le tapis, le rythme mesuré qui s'arrêtait juste devant sa porte, puis le silence tandis qu'elle s'agenouillait. Il l'imaginait s'agenouiller, bien qu'il ne pût la voir, pour glisser la lettre sous l'étroit interstice entre la porte et le sol, et il attendait, retenant à peine son souffle, jusqu'à ce que ses pas s'éloignent, avant de bouger de l'endroit où il se tenait, pressé contre le mur comme un homme se cachant de ses bourreaux, attendait d'être certain qu'elle ait été partie avant de s'approcher de la porte et de récupérer le papier crème qui était devenu son unique lien avec un monde auquel il avait renoncé. Il lisait chaque lettre, parfois immédiatement, parfois après des heures, à fixer le papier plié comme s'il pouvait le brûler, mais il les lisait toujours, debout près de la fenêtre où la lumière était la plus forte, ses doigts, les seules parties de lui qui restaient indemnes, traçant son écriture soignée comme s'il pouvait absorber quelque chose d'elle à travers l'encre et le papier, comme si les mots pouvaient se substituer à la présence qu'il se refusait et qu'il lui refusait, bien qu'il se dît, sans cesse, de manière obsessionnelle, que son déni était une miséricorde, que sa porte verrouillée était un acte d'amour, plutôt que de lâcheté. Elle ne doit pas voir ce que je suis devenu, pensait-il chaque matin lorsque son ombre apparaissait sous sa porte, cette fine ligne d'obscurité qui annonçait sa présence aussi sûrement qu'un héros.
et il se déplaçait vers la porte et se tenait là, son visage ruiné à quelques centimètres du bois, sa main se levant pour toucher le panneau où il imaginait que la main de sa femme reposait de l'autre côté, séparée par le chêne et le fer et sa propre volonté implacable. Et parfois, il l'entendait respirer, croyait l'entendre respirer, ou peut-être ne faisait-il que l'imaginer. Mais, dans ces moments-là, la tentation de déverrouiller la porte le désemparait presque entièrement. Le miroir de ses appartements avait été recouvert d'un drap après la première semaine, après qu'il eut contemplé son reflet et vu non pas Adrian Ashford, mais une sorte d'horreur gothique, le côté gauche de son visage, un paysage de cicatrices rouges et violettes qui tiraient son œil vers le bas et tordaient sa bouche en une suggestion permanente de rictus, le nez autrefois droit et fier maintenant tordu, la peau lisse de sa tempe et de sa joue remplacée par un tissu qui ressemblait à de la cire fondue, grotesque et choquant, et totalement irréversible selon le médecin qui avait osé suggérer que la présence de sa ladyship pourrait le réconforter, comme si Catherine devait être soumise à cette monstruosité, comme si on devait lui demander de le regarder avec autre chose que de la répulsion, ou, pire, cette terrible pitié bienveillante qui le détruirait plus complètement que l'accident lui-même ne l'avait fait. Il l'avait libéré, se disait-il, en verrouillant la porte, l'avait libéré de l'obligation de s'occuper d'un mari devenu un objet d'horreur, l'avait libéré pour vivre sa vie de la manière qui lui apporterait la paix. Et si elle choisissait d'écrire des lettres, il ne pouvait l'en empêcher. Mais il ne l'encouragerait pas non plus en répondant, bien que chaque lettre rendît cette résolution plus difficile à maintenir, car elle écrivait avec tant de soin, tant d'attention aux petites beautés, une solitude si évidente, délicatement exprimée, qu'il se surprenait à désirer ardemment la lettre suivante, tout en la redoutant, se surprenait à guetter ses pas comme un prisonnier, guette le garde qui apporte à la fois la subsistance et le rappel de la captivité. Des mois plus tard, l'hiver arriva avec l'inévitabilité d'un jugement, transformant le manoir de Thornwood en un paysage de blancs et de gris, où les arbres nus gravaient des motifs austères contre des ciels de plomb, et où la neige assourdissait le monde dans un silence qui semblait à Catherine à la fois beau et oppressant, une autre couche d'isolement ajoutée à celle qu'elle endurait déjà. Pourtant, elle continuait son rituel matinal avec une obstination qui s'était calcifiée en quelque chose comme la foi, bien que la foi, en quoi, elle n'aurait pu le dire précisément. La foi peut-être que la persistance elle-même avait de la valeur, que la constance signifiait quelque chose même, quand elle semblait ne rien signifier du tout. Ses lettres avaient évolué, étaient devenues moins hésitantes, comme si elle avait décidé que puisqu'il ne répondrait pas, elle pouvait aussi bien écrire comme elle le souhaitait vraiment. Et ainsi elle écrivit, avec une honnêteté croissante sur ses journées, ses pensées, les petites beautés qu'elle observait dans les jardins gelés, et à côté des lettres, elle commença à laisser des cadeaux, un volume de poésie relié en cuir qu'elle pensait qu'il pourrait apprécier, obtenu chez le libraire de Londres, une bouteille du brandy français qu'elle avait découvert qu'il préférait, commandée par l'intermédiaire du marchand de vin, un foulard qu'elle avait tricoté elle-même pendant les longues soirées solitaires, le travail de ses mains offert comme preuve du temps passé à penser à lui, bien qu'elle se demandât s'il reconnaîtrait le geste pour ce qu'il était, ou le rejetterait comme un simple devoir conjugal accompli sans sentiment. Adrian trouva chaque cadeau là où elle l'avait laissé, disposé à côté de la lettre quotidienne, comme des offrandes à un sanctuaire, et il en fut bouleversé d'une manière que ces mots seuls n'avaient pas tout à fait réussi à atteindre, car les cadeaux étaient une preuve tangible de pensée, d'effort,
d'une attention qui ne pouvait être entièrement expliquée par l'obligation, et le foulard en particulier le tourmentait. Il le tenait dans ses mains abîmées et l'imaginait assise près du feu, les aiguilles cliquetant dans le silence, créant quelque chose pour lui pendant qu'il se cachait d'elle comme un monstre de conte de fées. Et la laine douce semblait porter son parfum, ou peut-être ne faisait-il que l'imaginer. Mais il le pressa contre son visage, et sentit quelque chose se fissurer dans le désert glacé de sa poitrine. Il commença, timidement, à répondre. Pas à elle directement, cela restait impensable, mais par l'intermédiaire du valet, il envoya de brèves instructions sur les affaires du domaine, formelles et impersonnelles, mais néanmoins des communications, des fils de connexion si minces fussent-ils, des accusés de réception que ces lettres sur les tenanciers et les comptes avaient été reçues et considérées, et bien qu'il gardât ses réponses purement pratiques, dépouillées de tout élément personnel, elles représentaient une brèche dans le mur qu'il avait construit, une fissure qui laissait passer le plus fin rayon de lumière. Catherine recevait ces messages, 3 lignes sur l'approbation d'une réparation, 2 phrases sur la vente de bois, une brève note sur les baux des tenanciers, avec une joie totalement disproportionnée à leur contenu, car c'était des réponses, la preuve que ces lettres l'atteignaient, qu'il les lisait, qu'elle ne parlait pas simplement dans le vide, et elle chérissait ces bribes d'attention comme un avare chérit l'or, les lisant plusieurs fois, analysant chaque mot pour des nuances de sens, cherchant le moindre indice de l'homme derrière les instructions formelles, et trouvant juste, assez pour soutenir son espoir à travers l'hiver qui s'approfondissait, à travers les jours les plus courts et les nuits les plus longues, à travers la solitude singulière de Noël, passée dans une maison avec une autre personne qui restait aussi absente que si elle n'avait jamais existé. Une année entière s'était écoulée depuis que la porte s'était verrouillée pour la première fois, 365 jours de séparation marqués par l'accumulation patiente de lettres, lorsque Catherine arriva aux appartements d'Adrian un matin de février et trouva, au lieu du silence habituel qui accueillait ses offrandes, un morceau de papier plié sur le sol, juste au-delà du seuil, poussé de l'intérieur de ses pièces vers le couloir où elle se tenait. Un renversement qui arrêta son cœur en plein battement, car en tous ces mois, il n'avait jamais, pas une seule fois, initié le contact de cette manière, et ses mains tremblaient alors qu'elle s'agenouillait pour le récupérer, le papier crème identique à sa propre papeterie. Et elle reconnut avant même de le déplier que c'était son écriture, sa main qui avait formé ces lettres, non dictées par un domestique, mais écrites par lui pour elle. La note ne contenait que 3 phrases, formelles et brèves, concernant une divergence dans le grand livre du domaine qu'elle avait mentionné dans sa lettre de la semaine précédente. Lady Ashford, la question des comptes de bois de l'Ouest a été examinée. Veuillez procéder à la vente comme vous l'avez suggéré. Votre gestion du domaine continue d'être exemplaire. 3 phrases, moins de 40 mots, totalement impersonnels dans leur contenu, et pourtant, Catherine se tenait dans le couloir, serrant le papier, alors que des larmes coulaient sur son visage, car c'étaient ces mots, sa reconnaissance, la première chose qu'il lui avait écrite directement en 1 an, et le fait qu'il se soit adressé à elle, qu'il l'ait remerciée si formellement que ce fût, qu'il ait communiqué non pas par l'intermédiaire du valet, mais par son propre effort, représentait une fissure dans le mur si importante qu'elle pouvait à peine respirer, tant l'espoir l'inondait. Elle retourna à ses appartements et s'assit à son bureau, la note lissée devant elle comme un artefact précieux, et composa sa réponse les mains tremblantes, prenant soin de correspondre à son ton formel, tout en infusant ses mots de chaleur, écrivant sur la vente de bois et les comptes, mais ajoutant des observations sur la neige dans les jardins, les oiseaux qui étaient apparus à la fenêtre ce matin-là, de petits détails personnels offerts avec précaution, testant les limites de ce qu'il pourrait accepter,
et elle termina par une simple expression de gratitude pour sa réponse. Rien d'effusif ou d'exigeant, simplement une reconnaissance qu'elle avait reçu ces mots et les chérissait, bien qu'elle n'écrivît pas le mot « chérissait », car ce serait trop révélateur. Et elle écrivit donc à la place qu'elle était heureuse d'avoir ses conseils, bien que heureuse fût totalement inadéquat pour décrire la joie sauvage qui rendait ses mains instables alors qu'elle formait chaque lettre. Elle laissa cette réponse à sa porte dans l'heure, incapable d'attendre le lendemain matin, et reprit sa journée dans un état de distraction, son esprit revenant sans cesse à ces 3 phrases, analysant chaque mot, se demandant si elle avait imaginé le léger adoucissement dans la dernière ligne, le mot « continue », suggérant qu'il avait été conscient tout du long de son travail, qu'il l'avait observé à sa manière, qu'il avait peut-être apprécié ses efforts, même quand il ne pouvait se résoudre à le dire, et cette nuit-là, elle dormit avec sa note sous son oreiller, un talisman contre la solitude qui avait été sa compagne pendant si longtemps, et quand elle se réveilla le lendemain matin, elle trouva une autre note qui l'attendait, celle-ci légèrement plus longue, répondant à ses observations sur la neige, et elle comprit avec une clarté qui lui coupa le souffle que quelque chose avait changé, qu'une porte, non pas la porte physique qui restait verrouillée, mais une barrière intérieure, s'était ouverte juste assez pour laisser passer la possibilité d'une connexion, et elle saisit cette possibilité à 2 mains, répondant immédiatement, et ainsi commença la correspondance hésitante qui, avec le temps, les transformerait tous les deux. Leur correspondance se développa pendant les mois d'hiver restants avec un élan qui semblait à Catherine comme regarder la glace commencer à fondre, les lettres arrivant désormais avec régularité, parfois 2 fois en une seule journée, et les mots d'Adrian s'allongèrent progressivement, s'étendirent, devinrent moins réservés, la structure formelle qui avait caractérisé ses premières notes, laissant place à quelque chose de plus naturel, de plus révélateur, comme s'il se souvenait lentement comment parler à un autre être humain après son long silence. Ils discutèrent de livres, Catherine mentionnant un roman qu'elle lisait, et Adrian répondant avec ses propres pensées sur l'œuvre, puis recommandant un autre volume, et bientôt ils furent engagés dans une conversation littéraire qui allait de la poésie à la philosophie, de l'histoire aux sciences naturelles, et Catherine découvrit que son mari possédait un esprit d'une profondeur et d'une ampleur remarquables, que l'homme froid et distant qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt avait caché non seulement son visage mais son être tout entier, toute la complexité, l'intelligence et le sentiment qui se déversaient maintenant sur les pages qu'il glissait sous sa porte. Ils débattirent des mérites de divers philosophes, argumentèrent doucement sur les interprétations des tragédies de Shakespeare, discutèrent des améliorations agricoles mises en œuvre à travers l'Angleterre, et si de tels changements étaient entièrement bénéfiques ou avaient des coûts cachés. Et ces conversations, menées entièrement par l'encre et le papier, avec parfois des heures ou des jours entre la réponse et la réplique, semblaient à Catherine plus intimes que n'importe quel échange verbal qu'elle avait connu dans sa vie, car l'écriture permettait une vulnérabilité que la parole ne permettait pas, la sélection minutieuse des mots, la capacité d'exprimer pleinement ses pensées sans interruption, le registre permanent de sentiments qui auraient pu s'évaporer dans l'air entre 2 personnes, mais qui restaient au contraire fixés sur le papier, lisibles encore et encore, preuve que ses pensées avaient été pensées et ses sentiments ressentis. Catherine reconnut, avec une clarté qui lui serra le cœur de joie et de chagrin, que c'était la cour qu'il n'avait jamais eue, qu'Adrian la courtisait par les mots d'une manière qu'il n'avait jamais tentée en personne, et elle répondit de la même manière,
laissant sa propre personnalité émerger plus pleinement dans ses lettres, son humour, ses observations et sa force tranquille. Toutes les choses qu'elle avait soigneusement cachées pendant leur bref mariage formel, et elle le sentit répondre à cette révélation de son vrai moi, ses lettres devenant plus chaleureuses dans le ton, sinon encore dans le contenu explicite, car ils évitaient toujours tout ce qui était trop personnel, contournaient toujours les bords de leur situation, la porte verrouillée, la séparation et les années de silence, comme si, par un accord tacite, ils avaient décidé que ces questions pratiques n'avaient pas à s'immiscer dans le monde qu'ils construisaient ensemble dans leur correspondance, un monde où ils pouvaient être simplement deux esprits se rencontrant, deux âmes se découvrant sans les complications des corps, des apparences et de toute la douleur qui accompagnait la réalité physique. Adrian se retrouva à vivre pour ces échanges, ces journées organisées autour de l'arrivée de ses lettres et de la composition de ses réponses, des heures passées à son bureau à rédiger et à remanier ses mots, essayant d'exprimer des pensées qu'il avait gardées enfermées aussi fermement qu'il avait verrouillé sa porte, et il réalisa, bien qu'il n'eût pu encore l'admettre même à lui-même, qu'il tombait amoureux de sa femme à travers ce médium étrange et contraint, que la femme qui émergeait de ses lettres était quelqu'un qu'il voulait connaître plus profondément qu'il n'avait jamais rien voulu, et la porte qui les séparait semblait simultanément insurmontable et de plus en plus absurde, une barrière qui le protégeait de l'horreur qu'il imaginait chez elle à sa vue, mais qui empêchait aussi la connexion même qu'il désirait avec une intensité qui frisait la douleur physique. Alors que le printemps arrivait au manoir de Thornwood, apportant avec lui le vert tendre des nouvelles feuilles et la douce insistance de la chaleur après la longue emprise de l'hiver, la correspondance entre Adrian et Catherine changea d'une manière si graduelle qu'aucun des deux n'aurait pu identifier le moment précis où leurs lettres cessèrent d'être de simples échanges intellectuels pour devenir des confessions du cœur, bien que si on l'avait pressée, Catherine aurait pu retracer cette évolution au matin de fin mars, où la lettre d'Adrian, au lieu de discuter des mérites de l'interprétation d'un historien particulier sur l'Empire romain, lui posa une question si simple et pourtant si profonde qu'elle avait fixé les mots pendant 1 minute entière avant de comprendre leur signification. « Que faites-vous de vos après-midi, Catherine, lorsque les affaires du domaine sont terminées et que la maison devient silencieuse ?» Il avait utilisé son prénom sans le formel « lady » qui l'avait précédé dans toute la correspondance antérieure, et il n'avait pas demandé ses devoirs ou ses opinions sur une question abstraite, mais sur sa vie réelle, les heures de ses journées, la texture de son existence, et elle avait répondu avec soin, décrivant ses promenades dans le jardin, sa lecture, les aquarelles qu'elle avait reprises après des années d'abandon. Puis, parce que sa question avait ouvert une porte qu'elle n'avait pas osé approcher auparavant, elle écrivit sur sa solitude, non pas avec accusation ou apitoiement, mais avec une simple honnêteté. « Les après-midi sont longs, Adrian, et j'avoue qu'il y a des moments où le silence de cette grande maison ressemble moins à la paix qu'à l'absence, où je me demande ce que ce serait de partager ces heures avec quelqu'un qui pourrait souhaiter savoir comment je les passe. » Elle avait hésité avant d'inclure cette dernière ligne, sa plume suspendue au-dessus du papier, se demandant si elle n'allait pas trop loin, trop vite, mais elle avait scellé la lettre avant que la prudence ne puisse l'emporter sur le courage, et sa réponse était arrivée en quelques heures, plus vite que d'habitude, et ces mots avaient fait bégayer son cœur dans sa poitrine. « Je souhaite tout savoir de vos heures, Catherine. Je me suis interrogé sur vos après-midi, vos matins, vos soirées, chaque moment qui passe pendant que je suis assis derrière cette maudite porte, comme un lâche trop effrayé pour réclamer la vie qui l'attend au-delà. » C'était la première fois qu'il reconnaissait la porte,
la séparation, la normalité de leur situation, et c'était la première fois qu'il révélait sa frustration face à ses propres choix, sa colère contre lui-même plutôt que contre le destin ou les circonstances. Et Catherine comprit que quelque chose de fondamental avait changé, que la danse prudente qu'ils avaient exécutée à travers leurs lettres était entrée en territoire nouveau, dangereux et exaltant et terrifiant dans son intimité. Et à partir de ce jour, leur correspondance devint une sorte de cours menée avec une audace croissante. Adrian écrivant sur ses propres peurs, non pas en termes philosophiques abstraits, mais dans un langage direct et personnel, lui disant qu'il rêvait de sa voix, qu'il se souvenait de la façon dont elle avait souri à quelque chose d'amusant pendant le dîner dans ces brefs mois avant l'accident, qu'il craignait que ses cicatrices ne la repoussent, mais craignait plus encore que son isolement n'ait déjà détruit toute chance qu'ils auraient pu avoir pour le bonheur. Et Catherine répondant avec sa propre vérité, qu'elle était tombée amoureuse de l'homme qui écrivait ses lettres, qu'elle connaissait son âme maintenant d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu la connaître par simple proximité physique, que ses cicatrices ne pouvaient rien signifier pour elle, alors que ces mots lui avaient déjà montré la beauté de son esprit et de son cœur. Et le personnel de la maison, qui s'était habitué à l'étrange arrangement de leur maître et de leur maîtresse, commença à remarquer que Lady Catherine se déplaçait dans le manoir avec une légèreté qui avait été absente pendant des années, qu'elle souriait plus facilement, qu'elle semblait rayonner d'une lumière intérieure qui la transformait de simplement jolie à véritablement belle, et ils chuchotaient entre eux que peut-être la dame avait pris un amant, car quoi d'autre pourrait expliquer cette joie soudaine, ne comprenant pas qu'elle était en effet tombée amoureuse, mais de son propre mari, et qu'il était tombé également amoureux d'elle, et qu'ils menaient leur liaison par le papier et l'encre, consommant leur dévotion par des mots qui ne pouvaient se toucher, mais qui transmettaient en quelque sorte plus de tendresse que n'importe quelle caresse physique qu'ils avaient encore partagée. La fièvre s'empara de Catherine au début du mois de mai, 2 ans et 3 mois après que la porte se fût verrouillée pour la première fois, arrivant avec la violence soudaine d'un orage de printemps qui n'avait aucun respect pour le bonheur fragile qu'elle et Adrian avaient construit à travers leurs lettres. Et cela commença par rien de plus qu'un mal de tête et un léger frisson qu'elle mit sur le compte de la fatigue après avoir supervisé la plantation des potagers, mais le soir, elle tremblait si violemment que sa femme de chambre dut l'aider à se coucher, et le lendemain matin, sa peau brûlait d'une chaleur qui semblait provenir d'une fournaise profonde dans son corps, et le médecin fut appelé du village, son expression grave, alors qu'il l'examinait, plongeant le personnel de la maison dans des chuchotements d'inquiétude et de peur, car la fièvre était une visiteuse assez commune dans les manoirs anglais, mais une qui repartait aussi souvent avec une vie prise qu'avec un patient rétabli, et Adrian, dans ses appartements, entendit l'agitation inhabituelle dans le couloir, les pas rapides et les voix basses et urgentes. Et quand son valet frappa pour l'informer que Lady Catherine était tombée gravement malade, quelque chose se serra dans sa poitrine, comme un poing se refermant autour de son cœur, et il traversa immédiatement la pièce jusqu'à la porte qui reliait ses appartements au couloir, pressant son oreille contre le bois comme il l'avait fait d'innombrables fois au cours des 2 dernières années, mais cette fois, écoutant non pas ses pas matinaux, ou le son doux d'une lettre glissée sous sa porte, mais toute information sur son état, tout fragment de conversation qui pourrait lui dire si elle vivrait ou mourrait. Et pendant 3 jours, il resta là, ne dormant que par brefs intervalles sur le sol à côté de la porte, écoutant le médecin aller et venir, les femmes de chambre transporter de l'eau et du linge, la voix de la gouvernante diriger les soins avec une efficacité calme. Et la 2e nuit, il entendit Catherine dans son délire, sa voix aiguë et étrange et brisée par la fièvre,
criant des mots qu'il ne pouvait pas tout à fait discerner. Puis, clair comme une cloche à travers le chêne lourd, il l'entendit appeler son nom. Adrian, non pas avec peur ou accusation, mais avec désir, avec besoin, avec une vulnérabilité qui brisa quelque chose de fondamental en lui, et sa main se posa sur la poignée de la porte, se referma sur le métal froid, son corps tout entier tremblant sous l'effort de faire face au choix qui se présentait à lui. Et il resta figé là pendant ce qui aurait pu être des minutes ou des heures, sa main sur la poignée, son front pressé contre le bois, voulant, avec une intensité qui frisait la folie, ouvrir la porte, aller vers elle, lui prendre la main et lui dire qu'il était là, qu'elle n'était pas seule, mais incapable de bouger, incapable de tourner la poignée, parce que la peur qui l'avait maintenue emprisonnée pendant 2 ans avait encore ses griffes en lui, la terreur qu'elle regarde son visage ruiné et recule, que l'intimité qu'ils avaient construite par l'être se dissolve au moment où la réalité physique s'immiscerait, et il se détesta avec une pureté de dégoût qu'il n'avait jamais connue même dans les jours les plus sombres après son accident, détesta être un tel lâche qu'il ne pouvait pas aller voir sa propre femme quand elle l'appelait dans sa maladie, ne pouvait pas lui offrir ne serait-ce que le réconfort de sa présence, alors qu'elle pouvait être en train de mourir à quelques mètres de l'endroit où il se tenait paralysé par la vanité et la peur, et il arpenta ses appartements comme un animal en cage, d'avant en arrière, sa claudication plus prononcée en raison de l'agitation, ses mains tirant sur ses cheveux, son souffle s'échappant dans halètements saccadés, et la bataille qui faisait rage en lui était entre l'homme qu'il était devenu, isolé, effrayé, gouverné par la honte, et l'homme qu'il voulait être, l'homme que les lettres de Catherine lui avaient montré qu'il pourrait encore devenir, si seulement qu'il pouvait trouver le courage de sortir de la prison de sa propre fabrication. Le 5e jour, lorsque la fièvre tomba enfin et que Catherine se réveilla, se sentant faible comme un agneau nouveau-né, sa chemise de nuit humide de la sueur de la crise passée, la gorge irritée et les membres tremblants à la simple idée de s'asseoir droite contre les oreillers que sa femme de chambre avait arrangés, la première chose à laquelle elle pensa ne fut pas son propre soulagement d'avoir survécu, ni la gratitude pour la compétence du médecin ou les soins dévoués du personnel, mais plutôt le fait que pendant son délire, elle avait appelé Adrian et qu'il n'était pas venu, et cette connaissance s'installa dans sa poitrine non pas avec colère ni même déception, car elle avait depuis longtemps accepté les paramètres de leur étrange mariage, mais avec une clarté qui semblait comme si la fièvre avait consumé toute prétention pour ne laisser que la vérité, brute et indéniable, et elle comprit avec une certitude soudaine et complète qu'elle ne pouvait pas continuer comme il l'avait fait, que quelque chose devait changer ou se briser ou se terminer, que 2 ans de l'être, si tendres, si intimes fussent-elles, ne pouvaient se substituer à une vie réellement vécue ensemble, et ainsi, lorsque sa femme de chambre l'eut laissée avec du thé et du pain grillé qu'elle était trop faible pour manger, Catherine tendit une main tremblante vers son bureau, prit du papier et une plume, et commença à écrire une lettre différente de toutes celles qu'elle avait envoyées auparavant, sans construction soignée, ni phrasé diplomatique, ni la distance protectrice qu'elle avait toujours maintenue, mais plutôt avec le genre d'honnêteté qui ne vient que lorsqu'on a regardé la mort d'assez près pour y voir son propre reflet et réaliser que le temps n'est pas infini, que la patience peut devenir complicité dans son propre malheur, que l'amour, non dit et non vécu, est une sorte de mort lente. « Adrian », écrivit-elle, sa main à peine assez ferme pour former les lettres,
Je viens de me réveiller d'une fièvre qui aurait pu me tuer, et la première chose que j'ai comprise en me réveillant, c'est que je meurs à petit feu depuis 2 ans, non pas de maladie mais de solitude, de vivre dans la même maison qu'un homme que j'aime sans jamais le voir, jamais le toucher, sans jamais partager plus que des mots sur du papier. Et je dois vous le dire maintenant, pendant que je suis encore assez faible pour être courageuse, que je ne peux plus le supporter, non pas parce que je ne chéris pas notre correspondance, je la chéris plus que je ne peux l'exprimer, mais parce que je suis tombée amoureuse de vous à travers vos lettres, Adrian, entièrement et complètement amoureuse de votre esprit, de votre cœur et de votre âme, et je sais que vous craignez que vos cicatrices ne me repoussent, que les blessures que vous avez subies vous ont rendu en quelque sorte monstrueux ou indigne d'amour. Mais je dois vous dire que je ne me soucie pas de vos cicatrices. Je ne peux pas m'en soucier quand j'ai lu vos pensées, vos peurs et vos rêves, et que je les ai trouvés si beaux que mon cœur souffre de vous désirer. Et je vous ai entendu à la porte pendant ma fièvre, Adrien. Je n'étais pas si loin que je ne savais pas que vous étiez là, votre main sur la poignée, et j'ai compris que vous vouliez venir à moi, mais que vous ne le pouviez pas. Et je vous pardonne pour cela, je vous pardonne pour tout, mais je ne peux pas continuer à vivre cette demi-vie, à vous aimer à travers le papier et l'encre, pendant que nous gaspillons les années que nous pourrions avoir ensemble. Et donc, je ne vous demande pas d'ouvrir la porte, car je ne demanderai pas ce que vous ne pouvez pas donner librement. Mais je vous dis la vérité complète de mon cœur, pour que vous sachiez, quoi que vous choisissiez, que vous êtes aimé, cicatrice et tout, que vous avez toujours été aimé, et que si vous pouvez trouver le courage de franchir cette porte, je serai là, à attendre, pour le temps qu'il nous reste dans ce monde. Elle scella la lettre avant que le courage ne lui manque, avant que la faiblesse ne la fasse adoucir les mots, ou ajouter des réserves qui en émousseraient le tranchant. Et elle demanda à sa femme de chambre de la placer à sa porte, comme d'habitude. Puis elle se rallongea contre les oreillers, épuisée et tremblante, et plus terrifiée qu'elle ne l'avait été même au plus profond de la fièvre, car elle avait enfin dit la vérité, complète et sans fard. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre et voir si la vérité suffisait à abattre les murs que la peur avait construits. Adrian trouva la lettre juste après l'aube, glissée sous sa porte comme toutes ses lettres l'avaient été. Mais quand il déplia le papier et commença à lire, ses mains se mirent à trembler avant même qu'il n'ait fini la première phrase, et au moment où il atteignit sa confession d'amour, sa vision s'était brouillée de larmes qu'il n'avait pas versées depuis le jour de l'accident, et il relut la lettre immédiatement, puis une 3e fois, puis une 4e, chaque lecture épluchant une autre couche des défenses qu'il avait construites autour de lui, les rationalisations, les justifications et l'architecture élaborée de la peur qu'il avait maintenue emprisonnée pendant 2 ans, et à chaque lecture, les mots de Catherine frappaient plus profondément. Sa confession honnête de l'aimer malgré ses cicatrices, sa douce révélation qu'elle l'avait entendue à la porte pendant sa fièvre, et avait compris à la fois son désir de venir à elle et son incapacité à le faire, son pardon offert avant même qu'il ne l'ait demandé, et le plus dévastateur de tout, sa déclaration qu'elle ne pouvait plus supporter la demi-vie qu'il menait, que la patience avait atteint sa limite, que le temps n'était pas infini, et il comprit avec une clarté écœurante que son isolement, qu'il s'était toujours dit être un acte de miséricorde pour l'épargner de son apparence monstrueuse, avait en fait été la plus profonde cruauté, qu'en se cachant, il ne l'avait pas protégée, mais elle avait plutôt condamné à une solitude aussi profonde que la sienne, peut-être même plus parce qu'elle avait choisi de rester, d'écrire, d'aimer, tandis que lui n'avait choisi que de se cacher, et le dégoût de soi qui avait soutenu son isolement pendant 2 ans se transforma à cet instant en autre chose, une fureur contre lui-même
pour avoir perdu tant de temps, pour lui avoir causé tant de douleur, pour avoir été trop lâche pour accepter l'amour qu'elle offrait, et il se dirigea vers le miroir qu'il avait recouvert d'un drap le jour où il s'était enfermé pour la première fois, et il arracha le drap et se força à regarder ce qu'il était devenu, la cicatrice qui courait de sa tempe gauche à sa mâchoire en passant par sa joue, la façon dont elle tirait sa bouche légèrement sur le côté, la cicatrice assortie sur son cou, où la défense du sanglier l'avait attrapé en tombant, et oui, les cicatrices étaient laides, défigurantes, permanentes. Mais en fixant son reflet, il se souvint des mots de Catherine. « J'ai lu vos pensées, vos peurs et vos rêves, et je les ai trouvés si beaux que mon cœur souffre de vous désirer. » Et il comprit soudain qu'elle avait raison, que les cicatrices n'étaient rien, qu'elles n'avaient jamais été la véritable barrière, que la vraie prison avait toujours été son propre esprit, sa propre peur, sa propre incapacité à se croire digne d'amour. Et il resta là devant le miroir, alors que la lumière du matin remplissait lentement ses appartements, la lettre serrée dans sa main, et la bataille qui faisait rage en lui était féroce et terrible, la haine de soi luttant contre l'espoir désespéré que ces mots avaient ravivé, la peur combattant l'amour, le désir de rester caché, luttant contre la prise de conscience que s'il n'agissait pas maintenant, s'il ne trouvait pas le courage que Catherine avait montré en écrivant sa lettre, il la perdrait non pas à la mort, mais à quelque chose de pire, à la résignation, à une vie entière d'existence en proximité, mais jamais vraiment ensemble. Et alors que l'aube se levait complètement sur le manoir de Thornwood, quelque chose se cristallisa dans la poitrine d'Adrian, une décision prise non pas avec certitude ou confiance, mais avec la clarté désespérée d'un homme qui a enfin vu le bord de l'abîme et a choisi de reculer. Et il savait ce qu'il devait faire, savait que les mots ne suffiraient plus, qu'après 2 ans de lettres, le temps était venu d'agir, de la destruction physique de la barrière qu'il avait construite, et ses mains cessèrent de trembler alors que la détermination remplaçait la paralysie. Et il se détourna du miroir vers la porte qui avait été verrouillée si longtemps, sachant que d'ici 1 heure, elle cesserait d'exister. Catherine se réveilla avec les premières lueurs du matin, encore faible de sa maladie, son corps semblant fait de gaz et d'air, et elle resta allongée contre les oreillers, regardant l'aube peindre les murs de sa chambre de teintes de rose et d'or, son esprit ressassant la lettre qu'elle avait envoyée la veille, se demandant si elle avait été trop honnête, trop vulnérable, si elle l'avait complètement effrayé, ou si peut-être ces mots avaient atteint quelque chose en lui, que toute sa patience attentive n'avait pas atteint, et elle se demandait si elle avait la force de se lever et de s'habiller quand un son brisa le calme matinal, un fracas énorme qui sembla ébranler les fondations mêmes du manoir de Thornwood, suivi d'un autre, et d'un autre, le son du bois qui se fendait et se brisait, et Catherine se redressa malgré sa faiblesse, son cœur s'emballant soudainement, et elle entendit des voix dans le couloir, des domestiques criant d'alarme, des pas courants, puis un autre fracas, plus fort qu'auparavant, et elle sut avec une certitude soudaine et absolue ce qui se passait, le sut dans ses os et son sang, avant que son esprit ne puisse le comprendre pleinement, et elle porta la main à sa bouche, alors que des larmes jaillissaient de ses yeux, parce qu'Adrian était en train de défoncer sa porte, était en train de détruire la barrière qu'il avait construite il y a 3 ans, était en train de démolir le symbole de son isolement, avec ce qui ressemblait à une détermination sauvage, et les fracas continuaient, rythmés et violents, le son d'une hache mordant dans le bois, et Catherine pouvait entendre sa voix maintenant à travers le chaos, un cri sans parole d'effort et d'angoisse, et quelque chose qui aurait pu être de la rage
où aurait pu être une libération, et la maisonnée était en émoi, elle pouvait entendre madame Davies crier pour que quelqu'un aille chercher de l'aide, d'autres domestiques demandant ce qui se passait, si le maître était devenu fou, mais Catherine comprit que ce n'était pas de la folie, mais plutôt son contraire. C'était la raison qui revenait après 3 ans d'exil volontaire. C'était un homme qui se battait pour sortir de sa propre prison. Et puis il y eut un dernier fracas énorme, différent des autres, le son de quelque chose de grand et de lourd qui tombait. Et le silence suivit, soudain et complet, comme si tout le manoir retenait son souffle. Et Catherine se retrouva debout, sans se souvenir de s'être levée, sa main agrippant le montant du lit pour se soutenir, tout son corps tremblant de faiblesse et d'émotion. Et elle entendit des pas dans le couloir devant les appartements d'Adrien, lents et inégaux, le rythme, familier de sa claudication, et elle réalisa qu'il traversait l'embrasure de la porte en ruine, qu'il sortait dans le couloir pour la première fois en 3 ans, et ses larmes coulaient librement maintenant. Et elle se dirigea vers sa propre porte, sur des jambes qui la soutenaient à peine, ayant besoin de le voir, ayant besoin d'être témoin de ce moment de transformation. Et quand elle ouvrit sa porte et regarda le long du couloir vers ses appartements, elle le vit debout dans le couloir, entouré de domestiques figés de stupeur, vit la porte détruite, gisant en éclats derrière lui, le vit tremblant et respirant fort après l'effort, la hache encore à la main, son visage balafré visible de tous, et leurs regards se croisèrent à travers la distance. Et dans son regard, Catherine vit la peur, et l'amour, et un espoir désespéré, et la terrible vulnérabilité d'un homme qui a enfin détruit sa propre prison, et se tient maintenant exposé au monde. Et elle fit un pas vers lui, puis un autre, et plus rien d'autre n'importait que de traverser l'espace qui les séparait. Adrian laissa tomber la hache de sa main, et elle claqua contre le sol, avec un son qui sembla résonner à travers le silence soudain, et il resta là, dans le couloir, entouré de domestiques choqués, la poitrine haletante, son visage balafré entièrement visible à la lumière du matin pour la première fois en 3 ans. Et quand il vit Catherine sortir de ses appartements, pâle et tremblante de maladie, mais s'avançant vers lui, les larmes coulant sur son visage, chaque fragment restant de son courage se mua en détermination. Et il se mit à marcher, chaque pas un acte de volonté délibérée, sa claudication plus prononcée que d'habitude à cause de l'effort et de 3 ans d'inactivité. Et les domestiques s'écartèrent devant lui comme de l'eau, leurs visages montrant le choc, la pitié et la curiosité. Mais ils ne regardaient que Catherine, la femme qui avait attendu avec une patience si impossible, qui l'avait aimée à travers le papier et l'encre, quand il ne lui permettait pas de l'aimer en chair et en os, et en s'approchant, il pouvait voir chaque détail de son visage, la pâleur laissée par sa maladie, les traces de larmes sur ses joues, la façon dont ses mains tremblaient, alors qu'elle tendait les siennes vers lui, et quand il se tint enfin devant elle, ils pleuraient tous les deux, tremblaient tous deux effrayés et pleins d'espoir dans une mesure égale, et pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, se regardèrent vraiment, sans barrière de bois, d'orgueil ou de peur entre eux, et le regard de Catherine parcourut son visage, observant les cicatrices qu'il avait cachées si longtemps, le tissu tordu qui courait de la tempe à la mâchoire, la façon dont sa bouche tirait légèrement sur un côté, les marques de violence et de survie dont il s'était convaincu qu'elles le rendaient monstrueux, et il attendit qu'elle tressaille, qu'elle détourne le regard, qu'elle montre un signe de la répulsion qu'il avait toujours imaginée, mais au lieu de cela, son expression se remplit d'une si tendre reconnaissance, d'un amour si pur, que son souffle se coupa dans sa gorge, et elle leva lentement la main, lui donnant le temps de reculer s'il le souhaitait, mais il ne recula pas, ne pouvait pas reculer,
avait passé 3 ans à reculer, et ne reculerait plus, et quand ses doigts touchèrent en sa joue balafrée avec une douceur infinie, quand sa paume se courba pour enserrer son visage, et que son pouce traça la ligne de la cicatrice comme si c'était quelque chose de précieux plutôt que de honteux. Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Adrian, une dernière défense s'effondrant en poussière, et il tourna son visage dans son contact comme un homme affamé de contact, ce qu'il était. Et Catherine fit un petit son qui était moitié sanglot, moitié rire, et elle murmura son nom, juste son nom, et c'était la première fois qu'il entendait sa voix s'adresser à lui plutôt qu'à travers une porte en 3 ans, et le son de cette voix le bouleversa complètement, et il tendit des mains tremblantes vers elle, touchant son visage comme elle touchait le sien, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, la courbe de sa joue, apprenant par le toucher ce qu'il s'était refusé par la vue, et ils restèrent là, dans le couloir, avec les domestiques qui regardaient et la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres. 2 personnes mariées depuis 3 ans qui se rencontraient enfin pour la première fois. Et Catherine sourit à travers ses larmes et dit « Vous avez défoncé votre porte. » Et la voix d'Adrian, rauque par manque d'usage et par l'émotion, répondit « J'aurais dû le faire il y a 3 ans. » Adrian se trouva incapable de parler davantage, la gorge nouée par l'émotion, et Catherine sembla comprendre car elle lui prit la main et le ramena le long du couloir vers ses appartements, loin des yeux curieux des domestiques, et une fois seul derrière sa porte fermée, le monde sembla se réduire à eux deux, à cette pièce remplie de la lumière du matin et des 3 années de désir suspendues entre eux, comme quelque chose de presque tangible, et la voix d'Adrien, quand il la retrouva enfin, était rauque et brisée, alors qu'il disait « Catherine, j'ai été un tel imbécile, un tel lâche. Je me suis enfermé, et je me suis dit que c'était pour votre bien, que je vous épargnais la vue de ce que j'étais devenu. Mais tout ce que j'ai fait, c'est vous blesser. Tout ce que j'ai fait, c'est gâcher 3 années que nous aurions pu passer ensemble. Et je suis si profondément désolé. Je ne sais comment exprimer la profondeur de mon regret. » Et des larmes coulaient sur son visage balafré. Et Catherine tendit la main pour les essuyer avec des doigts doux, et elle dit « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, il n'y a rien à pardonner. Vous souffriez, et vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire pour survivre. Nous ne pouvons pas récupérer le temps passé, mais nous avons tout le temps devant nous, et c'est ce qui compte maintenant. » Mais Adrian secoua la tête et continua, ses mots se bousculant après 3 ans de silence. « J'ai lu chaque lettre que vous avez écrite, chacune d'entre elles. J'attendais le son de vos pas, et puis je récupérais vos lettres sous la porte, et je les lisais encore et encore, jusqu'à ce que j'ai mémorisé chaque mot, et à travers vos mots, j'ai appris à vous connaître vraiment. Et je suis tombé amoureux de vous, Catherine. Je suis tombé amoureux de votre patience, et de votre gentillesse, et de votre intelligence, et de votre espoir. Je suis tombé amoureux de la femme qui ne m'abandonnerait pas même quand j'essayais de l'abandonner. Et quand vous étiez malade, et que je vous ai entendu m'appeler à travers la porte, j'ai failli craquer alors. Je me suis tenu la main sur la serrure, et j'ai désespérément voulu aller vers vous, mais j'étais encore trop lâche. Et puis votre dernière lettre, votre belle et honnête lettre, elle a brisé toutes les défenses que j'avais construites, et j'ai réalisé que mon isolement était devenu une cruauté plus grande que mes cicatrices ne pourraient jamais l'être. Et Catherine pleurait maintenant aussi, et elle prit ses 2 mains dans les siennes et dit « Je suis tombée amoureuse de vous aussi, à travers l'encre et le papier. Je suis tombée amoureuse de votre esprit et de votre âme. Vous m'avez écrit sur les livres et la philosophie, et j'ai vu l'homme que vous êtes vraiment sous les cicatrices que vous pensez vous définir. Et Adrien, mon très cher Adrien, ces cicatrices font simplement partie de vous maintenant.
elles ne vous diminuent pas, elles ne vous rendent pas moins. Ce sont des marques de survie, et elles ne peuvent pas changer la façon dont je vous vois. » Et il l'attira alors près de lui, doucement comme si elle pouvait se briser, conscient de sa récente maladie, et elle vint dans ses bras sans hésitation. Et ils se prirent dans les bras pour la première fois en 3 ans, pour la première fois vraiment, et c'était à la fois la réunion d'amants longtemps séparés et le début de quelque chose de entièrement nouveau. Et Adrian enfouit son visage dans ses cheveux et respira son parfum, et sentit son cœur battre contre sa poitrine, et les bras de Catherine se resserrèrent autour de lui, et elle murmura « Vous êtes ici, vous êtes enfin ici ». Et ils restèrent ensemble dans la lumière dorée du matin, avec 3 ans de lettres entre eux et une vie entière qui s'étendait devant. Et tout ce qui avait été brisé commençait, enfin, à guérir. Les semaines suivantes se déroulèrent comme le lent tournoiement des pages d'un livre longtemps laissé non lu. Et Adrien émergea dans sa propre maisonnée comme en territoire étranger. Chaque pas au-delà de ses anciens appartements, un petit acte de courage que Catherine observait avec une fierté patiente, et au début, les domestiques le dévisageaient quand il passait, leurs yeux attirés par les cicatrices qui marquaient son visage, avant de se souvenir de leur formation et de détourner le regard. Et Adrian sentait chaque regard comme un contact physique, un rappel du monstre qu'il s'était cru être. Mais Catherine était toujours là à ses côtés, sa main dans la sienne ou sa présence à son épaule. Et quand il vacillait, elle le soutenait non pas avec des mots, mais avec la simple constance de sa foi en lui. Et progressivement, la maisonnée s'adapta, le choc initial s'estompant pour laisser place à l'acceptation, puis à quelque chose de plus chaleureux, alors qu'ils étaient témoins de la dévotion entre le vicomte et sa dame. Et Adrian commença à se souvenir de ce que c'était que de vivre plutôt que de simplement exister, de marcher dans des pièces remplies de lumière plutôt que de se cacher dans l'ombre, de parler à voix haute plutôt que de ne communiquer que par des mots écrits, bien que les lettres continuassent, car certaines habitudes étaient trop précieuses pour être abandonnées, et chaque matin, Catherine trouvait une note glissée sous son oreiller ou dans son livre, de petites missives qui disaient les choses qu'Adrian trouvait plus faciles à écrire qu'à dire, des déclarations d'amour, de gratitude et d'émerveillement qu'elle l'eût attendu, et elle répondait, laissant ses réponses dans les poches de son manteau ou pliées dans sa serviette au petit déjeuner. Et cette cour épistolaire qui avait commencé à travers une porte verrouillée devint maintenant un jeu tendre entre eux, un langage privé de papier et d'encre qui n'appartenait qu'à eux, et ils se promenaient ensemble dans les jardins l'après-midi, la claudication d'Adrien plus prononcée sur les sentiers inégaux, mais Catherine s'adaptant à son rythme sans commentaire, sans la pitié qui l'aurait blessée. Et parfois elle passait son bras sous le sien pour l'équilibre, et parfois il s'arrêtait pour reprendre son souffle, et elle attendait à ses côtés, lui montrant les premières roses ou la façon dont la lumière tombait à travers les arbres, lui donnant du temps sans le faire se sentir diminué. Et l'intimité physique se développa lentement entre eux, avec précaution, chaque contact une question posée et répondue, ses doigts apprenant la courbe de sa taille, tandis que les siens apprenaient le paysage de ses cicatrices, et il y avait des moments où Adrian se figeait, où de vieilles peurs refaisaient en surface, et il se retirait, certain qu'elle devait être repoussée malgré toutes les preuves du contraire, et Catherine lui laissait de l'espace, mais jamais de distance, attendait qu'il revienne à elle comme il le faisait toujours. Et un soir, où elle embrassa le côté balafré de son visage avec une tendresse délibérée, il pleura, et elle le serra dans ses bras, et murmura que chaque partie de lui était chère, que ses cicatrices faisaient une partie de son histoire,
et donc partie de ce qu'elle aimait. Et la confiance fut reconstruite dans ces petits moments, par la patience, la présence et la compréhension progressive que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel, que la guérison n'est pas un événement mais un processus, et qu'ils avaient tout le temps du monde pour s'apprendre l'un l'autre au-delà des mots qu'ils avaient écrits, pour devenir en chair et en os ce qu'ils avaient commencé sur le papier. Les mois passèrent, et le printemps céda la place à l'été, et avec le changement de saison vint une transformation non seulement chez Adrian et Catherine, mais dans leur relation à Thornwood même, car Adrian avait passé 3 ans à ne connaître son domaine qu'à travers les registres, les rapports et les lettres détaillées de Catherine. Et maintenant, il souhaitait le voir de ses propres yeux, rencontrer les tenanciers dont il connaissait les noms, mais dont les visages étaient devenus de lointains souvenirs. Et ainsi, ils commencèrent à chevaucher ensemble à travers les terres qui étaient sa responsabilité et son héritage. Catherine, en Amazone, sur sa douce jument, et Adrian sur les talons qu'il n'avait pas montés depuis avant l'accident, son assiette moins sûre qu'elle ne l'avait été, mais déterminée néanmoins. Et leur première visite fut à la ferme des Henderson, à la frontière Est. Et Adrian sentit son estomac se nouer à leur approche, sachant que Thomas Henderson avait été avec lui à la chasse le jour de l'accident, avait été témoin de la chute, du sang et des terribles suites. Et quand Thomas sortit de la ferme, ses yeux s'écarquillèrent à la vue du vicomte, et il y eut un moment de terrible silence suspendu avant que Catherine ne dise quelque chose de chaleureux sur les champs qui semblaient prospères, et Thomas sembla se ressaisir et commença à parler de problèmes de drainage et de rotation des cultures. Et progressivement, la gêne s'estompa bien qu'Adrian put sentir les yeux de l'homme attirés encore et encore par ses cicatrices. Mais les enfants de Thomas n'avaient pas une telle retenue, et ils le dévisageaient ouvertement jusqu'à ce que leur mère les gronde. Et ce fut Catherine qui s'agenouilla à leur niveau et leur parla doucement, expliquant que leur seigneur avait été blessé, mais qu'il allait très bien maintenant. Et la plus jeune fille, enhardie, demanda si ça faisait mal, et Adrian se retrouva à répondre honnêtement que ça avait fait mal autrefois, mais plus maintenant. Et quelque chose dans ce simple échange brisa la tension, et au moment où ils quittèrent la ferme des Henderson, Adrian eut l'impression d'avoir franchi un seuil invisible, et au cours des semaines suivantes, ils visitèrent chaque ferme et cottage de tenanciers, et chaque visite devint plus facile que la précédente, et Adrian commença à voir que si les gens pouvaient initialement réagir à son apparence, ils s'adaptaient rapidement, surtout quand ils voyaient la façon dont Catherine le regardait, la dévotion évidente entre le vicomte et sa dame, et il y avait quelque chose de puissant à être vus ensemble, dans la main de Catherine reposant naturellement sur son bras, ou son sourire quand elle le regardait, car son absence de répulsion donnait aux autres la permission de regarder au-delà des cicatrices vers l'homme en dessous. Et Adrian se découvrit un intérêt sincère pour la vie de ces gens qu'il avait négligés si longtemps, discutant des améliorations au cottage, écoutant les préoccupations concernant les digues et les prix du marché. Et Catherine ajoutait ses propres observations, car elle avait géré une grande partie du domaine en son absence et connaissait bien ses familles. Et en la regardant évoluer parmi les tenanciers, avec une telle grâce naturelle et une attention sincère, Adrian ressentit une vague de fierté et d'amour si intense qu'elle faillit le submerger. Et un soir, alors qu'il rentrait à cheval à travers des champs dorés par le soleil de fin d'été, il se tourna vers elle et dit « J'ai construit ma propre prison, n'est-ce pas? Tout ce temps, j'ai cru que le monde me rejetterait, mais c'était moi qui rejetais le monde. » Et Catherine tendit la main à travers l'espace entre leurs chevaux pour prendre la sienne et répondit « Mais vous êtes ici maintenant, et c'est ce qui compte. Vous êtes revenu à la vie,
à moi, à tout cela. Et ils commencèrent à parler de l'avenir, des améliorations qu'ils pourraient apporter non seulement au domaine, mais à leur vie, des enfants qu'ils pourraient avoir pour hériter de ces champs et forêts, de vieillir ensemble dans une maison qui avait autrefois ressemblé à un mausolée, mais qui commençait à ressembler à un foyer. Et Adrian réalisa que la vraie prison n'avait jamais été ses appartements, mais sa propre peur, et Catherine lui avait donné non seulement son amour, mais aussi le courage de déverrouiller la porte. Adrian se tenait devant les restes éclatés de la porte de sa chambre dans les jours qui suivirent en sa destruction, et quelque chose s'agita en lui. Une reconnaissance que la barrière physique qu'il avait brisée n'était que le symbole le plus visible des murs qui devaient être démantelés, et il convoqua donc le maître charpentier du domaine et fit une demande qui fit hausser les sourcils de l'homme de surprise. Il souhaitait que la porte soit reconstruite, mais cette fois avec des panneaux de verre insérés dans le cadre, du verre clair qui permettrait à la lumière de passer et aux formes d'être visibles de chaque côté, plus de barrières de chêne massif qui transformaient les pièces en prison. Et le charpentier hocha lentement la tête, comprenant peut-être plus qu'Adrian n'avait dit à voix haute, et en 15 jours, le travail commença, et Adrian et Catherine regardèrent les artisans installer une porte qui était à la fois frontière et fenêtre, intimité sans isolement, un seuil qui invitait à la traverser plutôt qu'à l'interdire, et Catherine se tenait à ses côtés lorsque la dernière vitre fut posée, et dit doucement « Plus de portes verrouillées entre nous, alors ?» Et il lui prit la main et acquiesça. Plus jamais. Et la reconstruction ne s'arrêta pas là, car ils commencèrent à redessiner les appartements eux-mêmes, abattant le mur qui séparait les appartements d'Adrian de ceux de Catherine, pour que l'espace s'écoule d'une pièce à l'autre, créant un sanctuaire partagé là où il y avait eu division. Et Catherine choisit des tissus aux couleurs chaudes pour remplacer les tentures sombres qui avaient donné aux appartements d'Adrian l'aspect d'un tombeau. Et ensemble, ils choisirent des meubles qui parlaient de confort plutôt que d'austérité, d'une vie vécue plutôt qu'endurée, et à mesure que l'espace physique se transformait, le paysage émotionnel entre eux se transformait également, car ils parlaient maintenant de choses longtemps tues, du temps perdu dans la peur et l'isolement, de regrets qui ne pouvaient être changés, mais dont on pouvait tirer des leçons, et ils parlaient aussi d'espoir, de l'avenir qui s'étendait devant eux plein de possibilités. Et un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'espace nouvellement ouvert, la tête de Catherine reposant contre l'épaule d'Adrian, elle dit doucement qu'elle souhaitait remplir Thornwood de plus que seulement eux deux, qu'elle voulait que la maison résonne des rires d'enfants, qu'elle soit un foyer en vérité plutôt qu'un simple domaine. Et Adrian sentit quelque chose se nouer dans sa gorge à l'image qu'elle peignait, à la vie qu'elle lui offrait, une vie dont il s'était cru indigne, mais dont elle insistait qu'il méritait. Et il embrassa sa tempe et murmura « Oui, oui » à tout cela, à chaque rêve qu'elle nourrissait, et alors que l'automne arrivait et que les feuilles devenaient or et pourpre, Catherine vint à lui avec une nouvelle qui fit bégayer et s'envoler son cœur. Elle était enceinte de leur enfant, une nouvelle vie née de l'amour qu'ils avaient cultivé à travers les lettres, la patience et le courage de défoncer les portes, et la joie d'Adrian était si profonde qu'elle l'effraya par son intensité. Ce bonheur qui semblait trop vaste pour être contenu, trop précieux pour y croire, mais Catherine rit de son émerveillement et prit sa main et la plaça sur son ventre où aucun changement n'était encore visible et dit « Tu vois, nous ne sommes pas des fins, mais des commencements, toi et moi. » Et il comprit alors que c'était à cela que ressemblait la guérison, non pas l'effacement des cicatrices, mais la construction de nouvelles histoires sur de vieilles blessures, non pas l'oubli de ce qui avait été perdu, mais le choix d'embrasser
ce qui pouvait encore être trouvé, et la maison elle-même semblait respirer différemment autour d'eux, plus légère en quelque sorte, comme si Thornwood aussi était en train d'être reconstruit de l'intérieur. 3 ans s'étaient écoulés depuis le matin où Adrian avait fracassé la porte de sa chambre avec une hache, 3 ans mesurés non pas en isolement mais en convivialité, le même laps de temps qui avait été autrefois marqué par des portes verrouillées et des lettres sans réponse, maintenant remplies de rires, de lumière et du chaos particulier que de jeunes enfants apportent même aux plus grandes demeures, et un matin d'automne très semblable à celui où cette histoire a commencé, Adrien se tenait dans le hall d'entrée du manoir de Thornwood, regardant sa fille, près de 2 ans maintenant, aux cheveux sombres et intrépides, trotter sur le sol de marbre d'un pas déterminé, tandis que son fils, à peine 6 mois, somnolait dans les bras de Catherine, et la transformation de la maison était complète, car là où il y avait eu autrefois des chuchotements et des regards apitoyés de la part des domestiques, il y avait maintenant l'agitation confortable d'une maisonnée pleinement vivante, des femmes de chambre qui souriaient en travaillant, et des valets de pied qui ne détournaient plus les yeux du visage balafré de leur maître. Et Catherine descendit les escaliers avec la grâce particulière d'une femme qui s'était épanouie dans son rôle de maîtresse de ce domaine. Non plus la mariée incertaine qui avait écrit des lettres hésitantes à un mari qui ne voulait pas la voir, mais une femme confiante en sa place et en son amour. Et elle croisa le regard d'Adrian et sourit de cette manière qui faisait encore bégayer son cœur, même après tout ce temps. Et il s'approcha d'elle, lui embrassa la tempe et prit leur fils de ses bras pour qu'elle puisse avoir une main libre pour attraper leur fille avant qu'elle ne tente d'escalader la table du hall, et ils marchèrent ensemble à travers des couloirs qui avaient autrefois résonné de solitude, mais qui maintenant vibraient de vie, passèrent devant la bibliothèque, où la porte éclatée originale des appartements d'Adrian était montée sur le mur derrière une vitre, préservée comme Catherine l'avait insisté, un rappel du jour où tout avait changé, et parfois Adrian se tenait devant elle et s'émerveillait de voir à quel point il avait été près de tout perdre par sa propre peur, comment la prison qu'il avait construite aurait pu rester à jamais scellée si Catherine n'avait pas possédé le courage d'écrire la vérité, quand la politesse aurait été plus facile, et ils se dirigèrent maintenant vers la salle du petit déjeuner où le cuisinier avait préparé un repas familial, quelque chose qui aurait été impensable autrefois, lorsque le vicomte prenait ses repas seul et que sa femme dînait dans une formalité solitaire. Et alors qu'ils s'installaient autour de la table, leur fille dans sa chaise haute et leur fils bercé à proximité, Adrian tendit la main et prit celle de Catherine, un geste qu'il faisait souvent, ayant encore besoin de se rassurer qu'elle était réelle, que cette vie était réelle, qu'il n'avait pas rêvé sa sortie de cette chambre sombre, et plus tard, lorsque les enfants étaient avec leur nourrice, et que la maison s'installait dans le calme de l'après-midi, Adrian se retira dans son bureau et sortit papier et encre, car il écrivait encore à Catherine, laissait des lettres sur son oreiller ou glissait dans les livres qu'elle lisait, de petites notes qui disaient les choses qu'il craignait d'oublier de dire à voix haute, des expressions d'amour, de gratitude et d'émerveillement qu'elle l'eût attendu, qu'elle eût refusé de l'abandonner, même quand il s'était abandonné lui-même. Et Catherine chérissait chacune d'elles, les gardait dans une boîte incrustée de nacre. Et parfois, quand il ne pouvait pas dormir, il la trouvait en train de les lire à la lueur d'une bougie, ses doigts traçant les mots qu'il avait écrits. Et elle levait les yeux, souriait, et il savait que la porte entre eux, autrefois si brutalement détruite, n'existerait plus jamais. Le soir tomba sur le manoir de Thornwood avec la douceur d'une bénédiction,
le ciel strié d'ambre et de rose, alors que la famille se rassemblait une fois de plus autour de la table à manger. Et Adrian regarda Catherine couper la nourriture de leur fille en petits morceaux, tandis que leur fils gazouillait joyeusement dans le berceau à côté de sa chaise. Et il sentit cette tension particulière dans sa poitrine qu'il avait appris à reconnaître comme une gratitude écrasante, celle qui vous fait croire en la providence ou au destin ou à quelque force qui avait guidé la main de Catherine lorsqu'elle avait écrit cette dernière lettre, celle qui avait brisé ses défenses et lui avait donné le courage de prendre une hache pour sa propre prison. Et alors que le repas se terminait, que les enfants étaient montés à la nurserie, et que Catherine revenait s'asseoir à ses côtés dans le salon, sa main trouvant la sienne avec l'aisance d'une longue habitude, Adrian sut que c'était cela, le bonheur, non pas l'absence de cicatrices ou de difficultés, mais la présence de quelqu'un qui choisissait de rester à travers les deux, et l'histoire de leur amour était peut-être inhabituelle, construite comme elle l'était, sur des portes verrouillées, des lettres désespérées, et 3 ans d'isolement qui auraient pu les détruire, mais qui devinrent au contraire le fondement de quelque chose d'inébranlable. Et peut-être, cher auditeur, est-ce ce que je souhaite que vous compreniez de leur histoire, que les murs que nous construisons autour de nous, que ce soit par peur, par honte, ou par la conviction que nous protégeons les autres de notre propre monstruosité perçue, deviennent des prisons bien plus terribles que n'importe quel jugement extérieur ne pourrait jamais l'être, que l'isolement, peu importe comment nous le justifions, peu importe à quel point nous nous convainquons qu'il est noble ou nécessaire, est finalement une forme d'autodestruction qui blesse non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous aiment. Et l'histoire de Catherine et Adrian nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de briser les barrières que nous avons construites, même lorsque nos mains tremblent sur la hache, même lorsque nous sommes certains que ce qui se trouve de l'autre côté de la porte sera le rejet ou l'horreur, et parfois, souvent même, ce que nous trouvons à la place est la grâce, est l'amour qui voit au-delà de la surface jusqu'à l'âme en dessous. Et leur histoire nous enseigne aussi la patience, le genre d'amour qui continue d'écrire des lettres à une porte verrouillée, qui refuse d'abandonner même lorsque l'abandon serait plus facile, qui attend non pas passivement, mais avec un espoir actif, avec un engagement renouvelé chaque jour, avec la compréhension que certaines transformations ne peuvent être précipitées, mais doivent se dérouler en leur temps, et si vous vous trouvez derrière une porte verrouillée de votre propre fabrication, qu'elle soit littérale ou métaphorique, qu'elle soit construite à partir d'un traumatisme, de la honte, de la peur, ou simplement du poids d'années de douleurs accumulées, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour saisir la hache, jamais trop tard pour briser la barrière et entrer dans la lumière. Et si vous êtes celui qui écrit des lettres à la porte verrouillée de quelqu'un d'autre, sachez que votre patience n'est pas faiblesse mais force, que votre refus d'abandonner est une forme d'amour qui peut tout changer. Et peut-être sommes-nous tous, à notre manière, à la fois Adrian et Catherine, à la fois celui qui se cache et celui qui espère, à la fois celui qui doit trouver le courage de sortir et celui qui doit trouver le courage de garder la foi. Et les lettres que nous écrivons, que ce soit aux autres ou à nous-mêmes, que ce soit sur papier ou dans le langage silencieux d'une présence persistante, comptent plus que nous ne le savons, ont plus de poids que nous ne l'imaginons. Et parfois une seule lettre, un seul moment d'honnêteté brute, peut être la chose qui finit par percer. Et donc je vous souhaite le courage de détruire vos propres portes, la patience d'attendre que d'autres détruisent les leurs, la sagesse de savoir quel rôle vous êtes appelés à jouer à chaque instant, et puissiez-vous trouver, comme Adrian et Catherine l'ont fait, que de l'autre côté de la peur et de l'isolement ne se trouve pas le rejet que vous redoutiez, mais la connexion dont vous aviez besoin depuis le début,
et puissiez-vous bien vous reposer cette nuit, cher auditeur, sachant qu'aucune porte n'est si fermement verrouillée que l'amour ne puisse trouver un moyen de la traverser. Et si vous avez trouvé un sens à cette histoire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager ce récit avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et à vous souvenir toujours que les transformations les plus profondes commencent souvent par les plus petits actes de courage, une lettre glissée sous une porte, une main qui refuse de cesser de frapper, un cœur qui ose espérer quand l'espoir semble insensé, car à la fin, nous sommes tous des histoires de portes fermées et de portes ouvertes, d'isolements choisis et de liens retrouvés. Et le conte que nous racontons avec nos vies s'écrit non pas dans les barrières que nous construisons, mais dans les moments où nous trouvons la force de les abattre.